de ce labrum glénoïdal. Alors, vous savez que la cavité articulaire gléno-humérale n'est pas très volumineuse et que le labrum glénoïdal est plaqué sur la cavité, sur tout son pourtour. Elle entoure toute la cavité. Et elle a un rôle très important puisque en participation avec les ligaments gléno-huméraux et avec les muscles de la coiffe des rotateurs et avec la capsule, elle va participer à la stabilité de cette articulation gléno-humérale par deux mécanismes. Le premier mécanisme, c'est un effet cale, c'est-à-dire que sa présence va augmenter la surface articulaire et va donc permettre une meilleure adaptation de cette cavité articulaire diabétique, de cette cavité articulaire à la tête humérale, donc un effet cale en augmentant donc la congruence articulaire gléno-humérale, et deuxièmement par un effet ventouse, puisqu'il existe dans la cavité articulaire gléno-humérale une pression articulaire négative à laquelle va participer ce labrum glénoïdal en permettant une adhésion, si vous voulez, meilleure avec la tête humérale. Et toute lésion du labrum va perturber cet effet ventouse et va modifier cette pression articulaire négative qui existe dans la cavité à l'état physiologique et qui permet une très bonne adhésion entre la tête humérale et la cavité glénoïde. Alors, ce labrum glénoïdal, il est très lié, intimement lié, d'une part avec le cartilage articulaire. Vous avez donc ici le labrum en périphérie en avant et en arrière, et au centre, le cartilage articulaire. Il est également intimement lié à la capsule articulaire, puisque cette capsule vient s'attacher directement sur le labrum. Vous avez la capsule en périphérie, là. Et surtout avec les ligaments gléno-huméraux et en particulier les trois ligaments gléno-huméraux que sont le gléno-huméral supérieur, le gléno-huméral moyen et le gléno-huméral inférieur. Et il faut insister sur le rôle très particulier du ligament gléno-huméral inférieur, qui a une disposition d'ailleurs assez particulière, puisque le gléno-huméral inférieur, il va finalement recouvrir toute la portion inférieure de la glène d'avant en arrière. Ce ligament gléno-huméral inférieur, il a donc un rôle très particulier, une disposition très particulière. Il est constitué par deux bandes ou deux haubans qui sont une bande antérieure et une bande postérieure. Et ces deux haubans vont délimiter ce qu'on appelle la poche axillaire. Et tout ceci constitue le ligament gléno-huméral inférieur qui va jouer finalement un rôle, une sorte de rôle de effet hamac pour la tête humérale. Et vous voyez que dans les manœuvres d'abduction, finalement, ce ligament gléno-huméral inférieur va se tendre et va venir contenir ici la tête humérale pour éviter qu'elle se subluxe en bas, qu'il existe une subluxation inférieure. Alors, ce labrum inférieur, donc ce labrum, pardon, il est intimement lié avec ce ligament gléno-huméral inférieur. Vous avez ici une coupe anatomique et ici une vue d'arthroscanner. Vous avez en avant le labrum antéro-inférieur qui est en fait intimement lié au ligament gléno-huméral inférieur. Vous ne pouvez pas distinguer ici les deux structures et lorsque vous descendez, eh bien, vous voyez qu'on commence à voir s'individualiser ici le labrum antéro-inférieur et en avant le ligament gléno-huméral inférieur. Et plus vous descendez, plus vous voyez l'individualisation des deux structures qui sont indépendantes l'une de l'autre. Je remonte, on a les deux structures et puis on descend, on les voit s'individualiser et progressivement se dissocier. Vous avez ici la bande antérieure du ligament gléno-huméral inférieur et ici on devine un petit bout de bande postérieure de ce ligament gléno-huméral inférieur. Alors, ce ligament gléno-huméral inférieur, il va pouvoir être analysé bien sûr en arthroscanner et en arthro-IRM sur tous les plans de coupe que vous voulez, axial, coronal, sagittal. Voilà ici quelques vues prises comme ça un petit peu au hasard. Vous avez sur une arthro-IRM la bande antérieure et la bande postérieure du ligament gléno-huméral inférieur, ici sur une vue d'arthroscanner. Alors évidemment, ici vous ne voyez pas la totalité de la bande antérieure puisque elle a une orientation un petit peu descendante.
Ici, vous voyez la bande postérieure. Ici, vous avez la bande antérieure vue en coupe sagittale. Ici, la poche axillaire, vous voyez, avec cet aspect en forme de U du ligament gléno-huméral inférieur. Et puis, vous allez retrouver sur tous les plans de coupe. Donc, ce ligament gléno-huméral inférieur, il faut évidemment l'examiner, que vous soyez en arthroscanner ou en arthro-IRM, il faut examiner attentivement ce ligament gléno-huméral inférieur. Vous voyez, ici, vous avez les bandes antérieures et postérieures du ligament gléno-huméral inférieur sur cette vue sagittaire. L'autre structure à laquelle le labrum est intimement lié, c'est le tendon du long biceps, qui va constituer finalement une sorte de complexe qu'on appelle le complexe labrobicipital. Vous voyez que le tendon du long biceps s'insère directement sur le bord supérieur du labrum et va ensuite descendre dans sa portion intra-articulaire, puis dans sa portion extra-articulaire. Alors, ce complexe labrobicipital, vous allez également devoir l'examiner attentivement, que vous soyez en arthroscanner ou en arthro-IRM, vous l'examinez dans les trois plans, dans le plan coronal, dans le plan axial bien sûr, mais aussi dans le plan sagittal. Il ne faut pas négliger le plan sagittal qui est extrêmement important. Alors voici quelques coupes d'arthroscanner. Vous voyez ici le démarrage le labrum supérieur et vous voyez ici le démarrage du long biceps, la naissance du long biceps que vous allez suivre d'arrière en avant. Vous voyez, on a le long biceps et vous retrouvez ici le long biceps qui va cheminer dans sa portion intra-articulaire puis dans la gaine bicipitale. Ici, sur une vue axiale, alors il faut bien examiner les coupes qui passent par la partie supérieure de l'articulation, par la fameuse cible dont je vous avais parlé la dernière fois. Et vous allez voir naître, vous avez ici le labrum glénoïdal supérieur que vous ne voyez pas, évidemment, puisqu'il est opaque. Et vous avez ici la naissance, en fait, du tendon du long biceps. Ici, le long biceps, le labrum supérieur qui est ici. Et ici, on en reparlera tout à l'heure, c'est le récessus sublabral. Donc, en coupe axiale, mais également en coupe sagittale. Donc, sur les coupes qui sont vraiment tangentes à la glaine, eh bien, vous allez pouvoir visualiser ici le tendon du long biceps qui naît et puis l'analyser dans tout son cheminement en intra-articulaire, mais ensuite dans la gaine bicipitale. Donc, vous voyez comment ce labrum glénoïdal est lié au cartilage, au ligament gléno-huméraux, à la capsule et au tendon du long biceps. Ça forme finalement un ensemble et cet ensemble va pouvoir connaître des avatars et donner un certain pathologie que nous allons voir maintenant. Alors, pour parler de pathologie, eh bien, il faut savoir qu'il revient à Snyder d'avoir proposé une segmentation de la glaine et du labrum en 6 segments, 6 zones qui comprennent chacun une portion de la glaine et qui sont donc divisées en portions supérieures, on verra à quoi ça correspond, antéro-supérieure, antéro-inférieure, inférieure, postéro-inférieure et postéro-supérieure. Et à chacune de ces zones, eh bien, on va pouvoir voir un certain nombre de pathologies qui lui sont propres. Alors, il y a une deuxième segmentation qui est intéressante également, qui consiste à diviser la glaine et le labrum en 12 segments horaires, ce qui fait que à chaque fois que vous avez une pathologie, vous pouvez dire, par exemple, eh bien, cette pathologie se situe à 3 heures, à 6 heures, à 9 heures, etc. Évidemment, il y a un lien entre les deux zones et vous voyez qu'en vérité, chacun de ces 6 segments contient évidemment 2 heures. Vous voyez que, par exemple, le segment supérieur correspond au segment horaire compris entre 11 heures et 1 heure. Alors, voilà, chaque segment de la glaine, tel qu'il a été subdivisé par Snyder, répond à un certain nombre de pathologies que nous allons voir maintenant. Mais voilà, alors, en gros, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a je dirais, deux zones importantes qui sont d'une part la partie supérieure de la glaine et le labrum supérieur, et d'autre part le labrum inférieur. Donc, on peut déjà diviser la glaine en 2 portions et les lésions qui vont toucher le labrum supérieur sont plutôt des lésions qu'on va voir dans un contexte micro-traumatique, souvent chez des sujets sportifs qui pratiquent un sport d'armée ou d'armée contrée. Et en règle générale, dans ces lésions du labrum supérieur, eh bien,
l'épaule est douloureuse, mais en règle générale, elle est stable. C'est là qu'on va trouver ces fameuses SLAP lésions que nous allons voir, les lésions d'Andrews, le conflit glénoïdal postéro-supérieur tel qu'il a été décrit par Bach. Et puis, il y a les lésions qui vont toucher le labrum inférieur. Et là, on va se situer plutôt dans tout ce qui est instabilité. Il s'agit de l'instabilité antérieure le plus souvent ou l'instabilité postérieure. Alors, le problème étant de savoir d'où part la lésion, parce qu'on a très souvent des lésions qui associent des lésions du labrum inférieur et des lésions du labrum supérieur. Et est-ce qu'il s'agit d'une extension du labrum supérieur vers le labrum inférieur ou vice-versa? De toute façon, ce qui est important à retenir, c'est que quand il y a une lésion d'instabilité, eh bien, en règle générale, elle prédomine sur la lésion du labrum supérieur et c'est elle qu'il faudra traiter en priorité. Alors, ce labrum, eh bien, il va subir des variations, un certain nombre de variations, à la fois dans sa forme, dans sa morphologie, dans sa disposition. Tout d'abord, dans sa forme, le labrum est variable. Alors, il est difficile de vous donner une forme type standard, puisque ça varie d'un sujet à l'autre. En règle générale, ce qu'il faut retenir, c'est que le labrum antéro-inférieur est plutôt arrondi, ou triangulaire, comme c'est le cas ici. Ici, il est un peu plus arrondi, vous voyez, un peu plus émoussé, un peu plus mousse, et que le labrum postérieur est plutôt arrondi, plutôt plus arrondi que le labrum antérieur. Dans son adhérence également, il va subir des variations, et en règle générale, le labrum est assez large, volumineux, et surtout, il est adhérent et totalement intégré à la glaine en zone inférieure, en zone postérieure et en zone antéro-inférieure. À l'inverse, il va devenir beaucoup moins adhérent à la glaine dans la région antéro-supérieure, si bien que vous pouvez diviser finalement, encore une fois, la glaine en deux parties. La partie postérieure, inférieure et antéro-inférieure où le labrum est très adhérent, et la partie antéro-supérieure, globalement entre 11h et 3h, où le labrum est plus libre, moins adhérent. À partir de là, eh bien, on a décrit un certain nombre de variantes anatomiques. Il y en a 3 en particulier. Et évidemment, ces variantes anatomiques, elles vont se situer dans ce secteur compris entre 11h et 3h. C'est-à-dire globalement en zone 1 et 2 de Snyder. C'est-à-dire zone 1, zone 2 de Snyder. Alors la première de ces variantes anatomiques, évidemment, on ne peut pas étudier la pathologie si on ne connaît pas les variantes anatomiques, c'est très important. La première variante anatomique, elle siège en zone 1 de Snyder, c'est-à-dire entre 11h et 1h. Et elle est liée au fait que le labrum supérieur, eh bien, il peut présenter 2 aspects différents. C'est-à-dire que quand on examine les épaules, en fait, dans 30% des cas, on se rend compte que le labrum supérieur est adhérent à la glaine, comme c'est le cas ici, ou comme c'est le cas ici, mais que dans 70% des cas, le labrum n'est pas adhérent à la glaine. Il y a un espace ici entre la glaine et le labrum. Cet espace, vous le retrouvez évidemment en arthroscanner. Cet espace, il s'appelle le récessus sublabral. Je dis qu'on le retrouvait dans 70% des cas. Il est en règle générale fin. Ses bords sont réguliers, et ça c'est très important pour l'analyse des pathologies qu'on verra plus tard. Et il est vraiment seulement limité au bord supérieur du labrum et il se manifeste sur un arthroscanner par une petite pénétration de produit de contraste qui va s'arrêter juste là, au bord supérieur du labrum. Donc, ce récessus sublabral, donc on va l'observer dans 70% des cas. C'est une variante de la normale qu'il faut connaître parce qu'il ne faut pas prendre évidemment ce récessus sublabral comme une pathologie. Les 2 autres variantes de la normale, on va les retrouver en zone 2 de Snyder, c'est-à-dire en règle générale dans les segments horaires qui s'étendent entre 1h et 3h. C'est ce qu'on appelle les dysplasies labroligamentaires type 1 et type 2, que vous connaissez déjà peut-être, le foramen sublabral pour le type 1 et le complexe de Buford pour le type 2.
Alors, le foramen sublabral, ce n'est pas très fréquent, on le retrouve dans 3% des cas. Ça correspond en fait à un décollement du labrum en zone 2 de Steiner, entre 1 heure et 3 heures. Au lieu d'être adhérent, eh bien, le labrum est décollé de la glène. Il est présent, mais il est décollé de la glène. Et il peut s'associer, dans un certain nombre de cas, à un aspect dysplasique du ligament gléno-huméral inférieur. Normalement, le ligament gléno-huméral inférieur, pardon, le ligament gléno-huméral moyen, excusez-moi. Le ligament gléno-huméral moyen, normalement, il a une forme de nappe que l'on voit ici. Eh bien, lorsqu'il existe une dysplasie labrale de type 1, eh bien, ce ligament gléno-huméral moyen, il peut se présenter sous la forme d'une corde. Et c'est ce qu'on va voir ici sur les coupes d'IRM. Alors voilà ici comment ça se présente sur le plan anatomique. Donc vous avez un décollement du labrum entre 1 heure et 3 heures, avec un ligament gléno-huméral moyen ici que vous voyez, qui est ce qu'on appelle cord-like, c'est-à-dire qui est sous forme d'une corde. Alors voilà ici une vue d'arthro-IRM. Vous voyez ici le labrum glénoïdal antéro-supérieur. Je ne sais pas si on le voit ici, voilà. Et ici, vous avez la naissance du ligament gléno-huméral moyen, qui est vraiment nodulaire, sous la forme d'une corde. Ici, on commence à les individualiser, à les séparer. Vous avez le labrum ici, le ligament gléno-huméral moyen. Ici, sur une vue sagittale, vous avez le labrum antéro-supérieur. Vous voyez comment il est décollé de la glène et la naissance du ligament gléno-huméral moyen. La dysplasie de type 2, encore plus rare, c'est ce qu'on appelle le complexe du Biford. On va le retrouver dans 1,5% des cas. Alors là, carrément, eh bien, on n'a plus de labrum antéro-supérieur, il est absent. Et on va retrouver cet aspect cord-like du ligament gléno-huméral moyen. Donc voilà, absence de labrum antéro-supérieur et présence d'un ligament gléno-huméral moyen cord-like qui va s'insérer sur le labrum supérieur. Voilà ce que ça donne sur une vue sagittale d'arthro-IRM. Vous voyez que dans toute cette portion-là, nous n'avons plus de labrum antéro-supérieur et qu'à l'inverse, ici, vous avez le ligament gléno-huméral moyen. Alors évidemment, sur une coupe axiale, on pourrait très bien penser que ça, c'est le labrum supérieur. En fait, pas du tout. C'est le ligament gléno-huméral moyen. Et voilà ce que ça donne sur une vue axiale. Vous avez cette structure. Alors, on pourrait dire, ben, ça, c'est le ligament, c'est le labrum antéro-supérieur. Il n'y a pas du tout. C'est le ligament gléno-huméral moyen qui est tout à fait dysplasique et qui va progressivement descendre vers le bas pour rejoindre, pour se placer sous le subscapularis. Voilà ici en vue axiale. Alors, je dois avoir ici un film qu'on va faire défiler. Vous allez suivre progressivement. Voilà. Vous suivez ici le ligament, la naissance du ligament gléno-huméral moyen. Vous voyez qu'il n'y a pas de labrum supérieur. Et si vous continuez, voilà le défilement d'image, vous voyez que tout d'un coup, ce ligament gléno-huméral moyen, il va s'aplatir et il va prendre l'aspect du ligament gléno-huméral moyen tel qu'on le connaît, c'est-à-dire passer voilà, ici sous le subscapularis. Voilà ce que ça donne en vue sagittale. C'est exactement la même chose que sur la vue d'arthro-IRM que je vous ai montré. On a absence de labrum ici et ligament gléno-huméral moyen cord-like ici. Alors finalement, si on reprend, on a 3 variantes de la normale. On a vu le labrum, le récépissé sublabral en zone 1 et le foramen sublabral et le complexe de Buford en zone 2. Alors, une fois qu'on connaît ces 3 variantes de la normale, eh bien, on va pouvoir commencer à entrer dans la pathologie et dans les slaplésions. Alors, avant de parler des slaplésions, on va parler de la lésion d'Andrews. Pourquoi? Parce que c'est Andrews, en fait, qui a décrit le premier des lésions du labrum antéro-supérieur dès 1985. Ce sont des lésions qu'il avait observées chez des lanceurs, genre de baseball notamment, et qui sont des lésions qui intéressent le labrum antéro-supérieur, disons zone 1, zone 2, mais en avant du tendon du long biceps. C'est des lésions du labrum qui peuvent correspondre soit à des effilochages, des petites languettes, des désinsertions, mais qui sont vraiment limitées à la zone antérieure du long biceps. Et c'est évidemment pour considérer que ce sont des lésions pathologiques, il faut
qu'elle s'accompagne d'une symptomatologie. Sinon, évidemment, il n'est pas question d'aller faire un geste quelconque sur quelque chose qui n'est pas symptomatique. Alors, pourquoi je parle de cette lésion avant les SLAP? Parce qu'en vérité, cette lésion maintenant est plutôt intégrée au SLAP et on ne parle plus vraiment de lésion d'Andrews, mais des SLAP telles que les a décrites Snyder. Alors, venons-en maintenant à ces fameuses SLAP lésions. Donc, elles ont été décrites 5 ans après donc par Snyder. SLAP, c'est l'acronyme de supérieur labrum antérieur to postérieur lésion, c'est-à-dire une lésion qui va toucher le labrum supérieur et qui va s'étendre en avant et en arrière, globalement en zone 1 de Andrews, c'est-à-dire sur les rayons horaires qui s'étendent de 11 heures à 1 heure. Et finalement, vous voyez que c'est la zone qui touche le tendon du long biceps et donc qui intéresse finalement le complexe labro-bicipital. Alors, ce sont des lésions qu'on va trouver chez l'homme principalement, l'adulte jeune, 20 à 40 ans, le sportif de lancer, sportif qui utilise dans son sport des mouvements d'armée ou d'armée contrée, donc par exemple les sports de combat, le volleyball, enfin, toute une gamme de sports dans lesquels, vous voyez, par exemple, ici, il est évident que chez ce volleyeur, eh bien, vous avez, ou je ne sais pas si c'est un balleur, mais vous avez effectivement ce mouvement qui est complètement contré, vous voyez, qui est tout à fait traumatisant pour l'épaule. Ça touche en règle générale le membre dominant et le mécanisme, c'est un mécanisme le plus souvent par traction sur l'ombiceps ou même par compression avec une chute de bras en extension, épaule en abduction, qui va entraîner une compression et un traumatisme du complexe labro-bicipital. Cliniquement, donc, ce sont des douleurs en abduction-rotation externe, c'est-à-dire au mouvement d'armée, des dérangements internes, des claquements, des ressauts. On va parfois trouver une notion de traumatisme initial, mais élément très important, et ce que je vous ai dit en préambule tout à l'heure, sont des lésions qui touchent le labrum supérieur et il n'y a donc pas d'instabilité de l'épaule. Comme ce sont des lésions qui touchent le complexe labro-bicipital, eh bien, souvent, il existe une douleur à la palpation du biceps et même des tests bicipitaux pathologiques. Alors, ces tests cliniques qu'on va effectuer, ils vont avoir pour objectif de montrer la souffrance du biceps et du labrum supérieur. Ils ne sont pas très discriminants. Ce n'est pas comme la manœuvre de Job, par exemple, pour la lésion du supraépineux. Pourquoi ils ne sont pas très discriminants? Eh bien parce que dans ces pathologies du labrum, il y a souvent des associations lésionnelles. Il va y avoir des conflits antéro-supérieurs, parfois des ruptures de coiffe associées. Parfois, il y a aussi une association avec une instabilité d'épaule si la lésion s'étend sur le labrum inférieur. Donc, ce ne sont pas des tests très discriminants. Ce qui est sûr, c'est qu'il faudra rechercher une souffrance du tendon du long biceps. Je vous rappelle ce que je vous avais déjà dit la dernière fois pour la coiffe des rotateurs. Il faudra examiner le long biceps d'une part par la palpation, mais également par un palm-up test, c'est-à-dire une élévation contre-résistance du bras tendu, la main en supination. Et si cette élévation contre-résistance provoque une douleur, c'est que le long biceps souffre. Et puis, il y a des tests un peu plus spécifiques de l'analyse du labrum supérieur. Je ne vais pas vous les citer tous, mais disons le test de O'Brien qui est le plus utilisé, qui consiste à faire une élévation antérieure du bras contre résistance. Alors, il faut placer le bras en abduction, en élévation à 90 degrés, en légère rotation interne, c'est-à-dire en vérité, on se met en rotation interne, en abduction. On met la main comme ça en pronation maximale et on fait une élévation contre résistance et ça teste le labrum supérieur. C'est le test dit de O'Brien. Donc, il y a d'autres tests, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Alors, pour ces SLAP lésions, le diagnostic va reposer sur l'imagerie, évidemment. Les clichés simples sont le plus souvent normaux, mais parfois, on peut voir une petite avulsion osseuse au niveau du complexe labro-bicipital. C'est très rare, mais ça existe. Mais c'est surtout en fait l'arthroscanner, l'IRM ou l'arthro-IRM qui vont dépister la lésion, qui vont montrer si le labrum supérieur est normal ou non.
tout en connaissant évidemment les variantes anatomiques dont on vient de parler, puisqu'il n'est pas question de faire des diagnostics en excès et d'aller faire opérer et fixer un labrum supérieur pour un simple récessus sublabral. Donc, il est très important, évidemment, de connaître les variantes dont on a parlé précédemment. Il existe 4 types principaux de SLAP lésion. On verra qu'il en existe d'autres, mais 4 types principaux qui font partie de la description princeps de Snyder. La SLAP 1, qu'on observe dans 20% des cas environ, c'est une petite lésion dégénérative en fait du labrum supérieur. Ceci se traduit par une simple petite irrégularité du versant articulaire du labrum supérieur. Vous voyez qu'on a ici un aspect un tout petit peu irrégulier. Je vous ai dit que ce récessus sublabral normalement était parfaitement fin avec des bords parallèles et réguliers. Et là, on a effectivement un aspect un tout petit peu frangé de ce labrum supérieur. Cette lésion ne s'étend pas vers le haut, elle ne s'étend pas vers le long biceps et elle est tout à fait bénigne et elle correspond simplement à un aspect un peu dégénératif de l'insertion labrale. Voilà ici un exemple de SLAP 1. Ici, vous voyez que cet aspect un petit peu irrégulier, cet élargissement du récessus sublabral. On peut se demander si elle n'est pas en train de s'étendre progressivement, mais vous voyez que l'insertion du long biceps qui démarre ici est normale. Voici un autre exemple ici. Vous voyez que le long biceps est parfaitement bien inséré, parfaitement normal, mais on a ici un petit élargissement du récessus sublabral, un aspect un petit peu frangé du versant endo-articulaire du labrum supérieur. Le type 2, c'est plus fréquent. Alors là, c'est une vraie désinsertion du labrum qui va s'étendre à l'insertion du tendon du long biceps. C'est-à-dire que c'est une désinsertion qui va tout emporter, le labrum supérieur et l'insertion du long biceps. Voici ici une SLAP de type 2. Vous voyez que la lésion, le contraste ici s'étend au-delà du labrum supérieur et elle va désinsérer l'insertion du long biceps. Même chose ici sur une arthro-IRM. Et vous voyez ici, par exemple, ici on a le récessus sublabral qui est ici, et ici en fait on a la lésion de SLAP qui s'étend très haut, pratiquement sur l'insertion du biceps. Ici, des insertions complètes du labrum supérieur en vue frontale et en vue axiale. Alors, ces SLAP 2, on peut les voir ici sur une vue d'arthroscopie. Vous voyez, alors ici, ce sont certains clichés qui m'ont été prêtés par Didier Fontaine. Je ne sais pas s'il est d'ailleurs présent ce matin à la conférence, mais s'il est là, qu'il n'hésite pas à intervenir. Donc ici, on a une SLAP lésion. Vous voyez là, le démarrage du long biceps. On a ici le labrum supérieur, ici la glène, et on a ici cette désinsertion du labrum supérieur qui emporte bien la totalité avec le long biceps. Ici, il l'a suturé, vous voyez, il l'a opéré pour réinsérer le complexe labro-bicipital. Ici, on a une SLAP lésion, là, c'est emprunté à la littérature. Vous voyez, on a ici cet aspect très irrégulier, effiloché du labrum, mais vous voyez qu'en tirant, on a le départ du long biceps ici, et en tirant, vous voyez qu'il y a une désinsertion du labrum supérieur. Alors, il est parfois difficile, évidemment, de distinguer le récessus sublabral d'une SLAP 2. Ça peut avoir le même aspect. Je vous ai dit que le récessus sublabral avait un certain nombre de caractéristiques, et en particulier que c'était fin, régulier, que ça ne s'étendait pas au-dessus du biceps. Eh bien, la SLAP 2 a tous les éléments contraires, c'est-à-dire qu'en vérité, alors là, voilà, vous avez ici, vous voyez, un aspect très régulier, cette fine pénétration de produits de contraste avec ce labrum parfaitement régulier. Ici, sur une coupe axiale, vous avez le labrum ici, excusez-moi, le cartilage ici, le récessus sublabral, ici la naissance du long biceps. Vous voyez qu'on a un récessus sublabral parfaitement régulier. Donc ça, c'est un récessus sublabral, c'est parfaitement normal. Ici, à l'inverse, vous avez un aspect irrégulier du récessus sublabral avec du contraste qui s'étend très haut, jusqu'ici, un labrum supérieur qui est un petit peu irrégulier, cette petite géode ici sur l'insertion glénoïdale, là encore une image empruntée à la littérature, Dr Berway, voilà. Et donc,
ici, on a donc à l'inverse, là on a une slab 2 et là au contraire, on avait un récessif sublabral et vous voyez la différence. Alors cette différence, elle est parfois difficile à faire. Donc ce qu'on va retenir comme élément pathologique, c'est les irrégularités du versant labral que nous n'avons pas dans le récessus sublabral. C'est une épaisseur de récessus supérieure à 2 mm. C'est une extension du bord supérieur de la lésion au-dessus de l'insertion du long biceps et c'est la présence d'un kyste labral. Quand vous avez un kyste labral, eh bien, ça veut dire que la lésion, l'image, en tout cas la pénétration de produit de contraste, s'étend au-delà du long biceps et elle va opacifier un kyste. Alors évidemment, le contexte est important puisqu'il faut évidemment examiner les patients et rechercher une symptomatologie douloureuse, notamment une douleur lors des sports de lancer ou d'armée contrée, une douleur à l'armée et les tests bicipitaux sont évidemment le contexte clinique est essentiel. Donc je vous l'ai dit, un récessus supérieur à 2 mm est pathologique, suspect, un bord libre et régulier est suspect, une extension latérale également vers le long biceps est suspecte et une extension au bord supérieur de la glène est suspecte. Tous ces éléments sont en faveur d'une slab 2. Et enfin, la présence d'un kyste labral. Alors, je n'avais pas à vous montrer, donc j'ai fait un beau schéma, vous voyez ici. Donc, voilà, si vous avez du produit de contraste qui va opacifier un kyste supérieur, ben c'est pathologique. Alors ici, vous avez un kyste labral, mais en vue axiale. Ce kyste labral, évidemment, qui traduit la présence d'une lésion du labrum supérieur. Nous avons Didier Fontes avec nous, donc bonjour Didier. Donc n'hésite pas à intervenir hein, si tu veux dire quelque chose. La slab 3, elle est beaucoup plus rare. Elle correspond en fait à une anse de saut qui est détachée du labrum supérieur. Voilà une image donc, qui appartient ici à Didier avec cette magnifique anse de saut. Nous avons ici donc la tête humérale, je pense, et ici la slab ici qui correspond donc à cette anse de saut qui est tombée dans l'articulation. C'est un aspect très caractéristique en arthroscanner ou en arthro-IRM. Cet aspect, vous voyez, c'est cette image ici avec on a l'impression d'avoir une sorte de séquestre de labrum qui est au sein du labrum. Avec cette image de labrum dans le labrum, si vous voulez. Donc, voilà ce que ça donne. Donc, vous allez retrouver toujours cette image ici de séquestre qui correspond à l'anse de saut désinsérée. Et vous voyez qu'à l'inverse, l'insertion du tendon du biceps est parfaitement respectée. Voilà ici une vue anatomique et ici une vue d'arthroscanner. Vous voyez toujours cet aspect très caractéristique de SLAP 3. Ici, là encore, alors plus difficile évidemment à diagnostiquer en vue axiale. On a ici une sorte de structure un peu hétérogène. On a un petit peu de mal à savoir également exactement où est l'anse de saut qui est vraisemblablement par ici. Voilà ici une anse de saut qui est tombée donc, dans l'articulation avec ici cette image d'anse de saut ici et ici. Je pense qu'on a donc ici le tendon du long biceps. Ici, l'anse de saut, vous voyez, qui est passée sous le tendon du long biceps, qui est parfaitement respecté, et l'anse de saut qui est tombée dans l'articulation. Je ne dis pas de bêtises, Didier, c'est bon, ça va SLAP 4, c'est l'association d'une anse de saut, ou en tout cas d'une lésion de SLAP, avec une extension vers le tendon du biceps, une extension latérale, avec une dissection du long biceps. Alors, voici ce que ça donne. Vous voyez, on a ici le labrum supérieur, le cartilage avec le labrum est désinséré et on a ici du produit de contraste qui va s'étendre très latéralement vers l'insertion du biceps. Même chose ici. Donc, dès que ça touche le long biceps, eh bien, on a effectivement une SLAP 4. Alors, voici, je pense qu'ici, on a voilà, attendez, je vais aller, ça va un peu vite peut-être là, je suis un peu dur avec vous là. Voilà, on a, voilà, vous voyez qu'ici, on a cette slap ici, avec le démarrage du long biceps qui est pathologique, avec ce produit de contraste qui s'insinue voilà, tout le long de l'insertion du long biceps. Ici, on va le retrouver ici, voilà, vous voyez cette lésion, cette dissection tout le long de l'insertion du biceps qui correspond donc à une slap 4.
On va la retrouver ici sur des clichés qui ont été réalisés en position Aber, abduction rotation externe. Je vous en ai parlé la fois précédente, avec cette dissection du long biceps. N'hésitez pas à examiner également le tendon du long biceps en vue sagittale. Vous voyez ici, si j'avance progressivement, voilà, on a le démarrage du long biceps ici, et vous voyez cette dissection ici dans l'épaisseur du tendon, que l'on voit parfaitement bien. Donc ici, on avait une SLAP 4. Alors, je ne sais pas de quoi il s'agit. Voilà, on va avancer un petit peu plus vite. Voilà, donc une vue, voilà, et vous voyez, alors ça a été un peu vite peut-être. Voilà, vous voyez là le démarrage on a ici le labrum, et là la dissection labrale et bicipitale. Donc tout le complexe labro-bicipital là est lésé. Voilà, alors ici, donc, on a une flap 4 avec encore des images de Didier Fontès ici, donc avec cette lésion de l'insertion du tendon du long biceps. Donc là, il a un petit peu nettoyé, vous voyez, on retrouve un tendon du long biceps qui est beaucoup plus propre et qu'il a réinséré progressivement. Alors, il y a d'autres SLAP qui ont été décrites. En vérité, il y a 10 SLAP qui ont été décrites. La deuxième série, SLAP 5, 6 et 7 par Maffei en 1995. Alors, je ne vais pas toutes les détailler. La SLAP 5 est intéressante parce que vous voyez qu'elle associe une SLAP 2 et une lésion de Bankart. Et donc, évidemment, c'est une lésion qui va toucher le labrum antéro-inférieur et que l'on va voir apparaître dans un contexte d'instabilité antérieure de l'épaule. Donc, évidemment, priorité à la lésion d'instabilité. Et puis, on a décrit 3 autres types de SLAP, 8, 9 et 10. Et vous voyez que cette SLAP 9 également est intéressante parce que c'est une avulsion complète du labrum, mais qui va s'étendre en avant et en arrière et qui finalement va toucher toute la circonférence du labrum. Voilà les SLAP complémentaires telles qu'elles ont été décrites. Vous voyez la SLAP 5 qui touche le labrum supérieur, mais qui s'étend sur tout le labrum antérieur jusqu'en bas, avec donc évidemment la possibilité d'avoir une instabilité d'épaule, et la SLAP 10 et la SLAP 9 ici, avec une lésion du labrum sur toute la circonférence de l'épaule. Troisième pathologie, toujours dans le cadre des lésions du labrum supérieur, c'est le conflit glénoïdien postéro-supérieur. On en a parlé la fois précédente. C'est une lésion labrale qui, alors là, du coup, qui va toucher la partie postéro-supérieure du labrum en zone 6 de Snyder, c'est-à-dire sur les rayons horaires qui vont de 9h à 11h. Vous voyez qu'on va retrouver dans le cadre de ces lésions toujours le sportif dans un geste d'armée ou d'armée contrée, plutôt un geste d'armée, répété, avec un mouvement d'abduction, rotation externe, rétropulsion. Et ce mouvement, comme on l'a vu la fois précédente, eh bien, il va mettre en conflit le tubercule majeur avec le rebord postéro-supérieur de la glène et la face profonde de la coiffe des rotateurs, et en particulier les micros, s'il vous plaît, la face profonde de la coiffe des rotateurs supraépineux et plus ou moins infraépineux. C'est un conflit qui a été décrit par Walsh en 1992. Alors, on va retrouver donc le sujet sportif, jeune, souvent des douleurs postérieures de l'épaule dominante, en général lors de l'armée du bras. Là encore, pas d'instabilité de l'épaule, on est sur le labrum supérieur, je vous le rappelle. Une douleur reproduite au mouvement d'armée, c'est-à-dire abduction, rotation externe. Pas d'appréhension, puisque l'appréhension, c'est le signe de l'instabilité, donc là, il n'y en a pas. Et puisqu'il y a une atteinte possible de la coiffe des rotateurs et en particulier du supraépineux, la manœuvre de Job peut être positive. La manœuvre de Job, c'est ce mouvement que je vous ai décrit la fois précédente, qui consiste à mettre les bras en élévation à 90 degrés, en élévation antérieure, en mettant les pouces vers le bas et en effectuant une élévation contre la résistance de l'opérateur. Et si ce mouvement provoque une douleur, eh bien, c'est qu'il y a une lésion du supraépineux.
Alors, ce conflit postéro-supérieur, il se traduit par plusieurs signes radiologiques que sont d'abord la lésion de la face profonde de la coiffe des rotateurs, que vous pouvez trouver sous différentes modalités, qu'il s'agit d'un arthroscanner ou d'une IRM ou même d'une arthro-IRM. Souvent, c'est la face profonde qui est touchée, comme c'est le cas ici. Vous allez avoir des lésions du labrum glénoïdal postéro-supérieur. Alors, ça peut être, comme ici, un simple effilochage ou carrément une fissure du labrum postéro-supérieur, toujours dans cette zone comprise entre 9h et 11h. Vous allez avoir parfois des lésions de la glène avec parfois des lésions chondrales, toujours dans cette zone glénoïdale postéro-supérieure, toujours entre 9h et 11h. On peut avoir des petites lésions cartilagineuses, ou parfois un petit anthésophyte ici, une petite éperon osseux sur le rebord postérieur de la glène, d'ailleurs éperon que vous retrouvez ici sur ce profil de Bernager. Vous allez avoir parfois des petites irrégularités qui sont liées au conflit, au contact direct, puisque vous vous rappelez que le tubercule et la tête viennent en contact de façon répétée avec la glène. Vous allez donc pouvoir voir apparaître soit des petites géodes ici, soit même des chondropathies au niveau de la tête humérale. Et puis, voilà, et puis des lésions de la coiffe. Alors, voici l'exemple ici que je vous avais déjà montré la fois précédente. On a ce patient qui est un sportif, qui a mal lorsqu'il joue au tennis. Voilà, on a une petite rupture de la face profonde de la coiffe des rotateurs. On a la chondropathie céphalique. On a une petite fissure du labrum supérieur. Donc, devant cette lésion de la coiffe, eh bien, on a évoqué l'hypothèse d'un conflit glénoïdien postéro-supérieur. Un autre patient ici avec cette petite flamèche ici qui correspond à une petite rupture de la face profonde du supraépineux. Ici, cette lésion labrale. Donc là encore, on a évoqué un conflit glénoïdal postéro-supérieur. C'était un patient qui jouait au volley. Ici, un autre patient. Vous voyez, micro-lésion ici de la coiffe. Voilà. Alors, on lui a fait un examen en position aber, et vous voyez qu'en position aber, eh bien, il y a cette fissure de la face profonde. Ce sont des images que je vous avais déjà montrées à l'occasion du topo sur la coiffe des rotateurs. Vous voyez qu'on a une désinsertion de la face profonde du supraépineux. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez un doute, à réaliser une position aber. Vous l'avez ici en vue en schéma, et ici sur une vue d'arthro-scanner, et ici d'arthro-IRM. Vous avez cette désinsertion du feuillet profond du supraépineux. Donc, ce conflit glénoïdal postéro-supérieur, on l'évoquera lorsqu'il y a une lésion de la coiffe des rotateurs, une lésion partielle face profonde supraépineux, infraépineux, dans un contexte évidemment clinique particulier et avec l'association, lorsqu'il existe une association avec d'autres signes radiologiques que sont lésions glénoïdales postérieures, lésions chondrales postéro-supérieures, lésions chondrales céphaliques, etc. N'hésitez pas à réaliser une position aber. De toute façon, c'est l'arthroscopie qui confirmera le diagnostic de conflit glénoïdal postéro-supérieur. Alors, on va passer sur le labrum antérieur, et donc sur les lésions. Mais avant de passer sur les lésions d'instabilité, il y a une lésion dont il faut parler pour l'évacuer, c'est la lésion de GLAD. GLAD, comme glénolabral articular disruption, qui a été décrite par Neviaser en 1993. C'est une lésion qui touche le labrum glénoïdal en zone 3 et 4, c'est-à-dire globalement entre 4 heures et 6 heures. Et c'est une lésion qui va toucher le labrum et le cartilage glénoïdal, mais qui a comme particularité de laisser intact le ligament gléno-huméral inférieur, qui est un élément évidemment, comme vous l'avez vu, très important de la stabilité. Et donc, c'est une lésion, la GLAD, dans laquelle il n'y aura pas d'instabilité d'épaule. C'est pour ça que j'en parle avant l'instabilité pour l'éliminer. Voilà. Donc, c'est une lésion qui, par contre, évidemment, lorsque vous avez une lésion labrale antéro-inférieure, eh bien, il faudra examiner le labrum, il faudra s'assurer qu'il n'y a pas de lésion associée de la capsule
ou du ligament gléno-huméral inférieur. Là, voilà comment ça se présente sur un schéma anatomique. Nous avons une lésion du labrum antéro-inférieur ici, une petite lésion du cartilage articulaire. Vous voyez que le labrum ici est fissuré, ça emporte un bout de cartilage, mais par contre, tous les éléments capsulo-ligamentaires sont respectés et donc il n'y a pas d'instabilité. Voici une vue arthro-IRM et une vue arthroscalaire. Donc la glade lésion, on en parle et on n'en parlera plus. On va rentrer maintenant dans le chapitre des instabilités, donc des lésions qui vont toucher le labrum inférieur, donc dans les zones 3, 4 et 5, c'est-à-dire les instabilités antérieures pour la grande majorité des cas, puisqu'elles représentent 95% des instabilités, et pour une petite partie, les instabilités postérieures qui représentent moins de 5% des instabilités. Alors, ces instabilités et ces lésions labrales liées à l'instabilité, elles se manifestent cliniquement de façon variable. Il peut s'agir d'épisodes de luxation, il peut s'agir de simples subluxations, c'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'avoir recours à un tiers pour remettre l'épaule en place, c'est ce qui différencie la luxation de la subluxation, ou parfois pas de notion d'instabilité, pas de notion de luxation ni de subluxation, mais des douleurs qui sont en fait liées à cette fameuse instabilité, mais qui est méconnue dans ce cas. Alors, ces lésions d'instabilité, elles sont le plus souvent d'instabilité chronique, puisque c'est elles qui vont nous intéresser au premier plan. Elles sont le plus souvent secondaires à un premier accident de luxation vraie, mais pas toujours. Parfois, c'est simplement une subluxation. On voit ici une luxation antéro-interne de l'épaule. Vous voyez que l'épaule va passer sous la coracoïde. Et ici, une luxation postérieure de l'épaule. Donc, c'est à la suite souvent d'un accident de luxation que va s'installer l'instabilité de l'épaule, qui est secondaire finalement à une rupture des mécanismes de contention de l'épaule, de l'articulation. Alors, ça va être le labrum, ça va être les ligaments, la capsule, l'os ou même les tendons. Tous ces éléments peuvent être touchés et tous ces éléments participent à la stabilité de l'épaule. Ce qu'il faudra vérifier, c'est est-ce qu'on est en présence d'une forme d'instabilité involontaire, c'est-à-dire qu'on ne contrôle pas, ou est-ce que c'est une forme volontaire, parce que le terrain est totalement différent, les images sont totalement différentes, puisque dans les instabilités volontaires, bien souvent, il n'y a pas d'anomalie. Évidemment, le contexte psychologique et le traitement sont totalement différents. Et est-ce qu'il existe ou non une laxité ou une hyperlaxité de l'épaule, élément également très important puisque ça va conditionner le traitement. Alors, d'emblée et en préambule, il faut bien comprendre et bien différencier ce qui est instabilité et ce qui est laxité. La laxité, c'est quoi? C'est une articulation qui subit des mouvements qui est capable de faire des mouvements de translation excessive, souvent symétriques, mais totalement asymptomatiques et souvent constitutionnels. C'est des mouvements donc entre deux surfaces articulaires. Les micros, s'il vous plaît. Merci. Je vais désactiver un instant. Donc la laxité, qui est un phénomène finalement constitutionnel dans la grande majorité des cas, doit être différenciée de l'instabilité, qui est à l'inverse un mouvement de translation d'épaule qui est pathologique et qui va entraîner tout un cortège de symptômes. Donc, laxité ne signifie pas instabilité, mais hyperlaxité ou laxité pathologique, on le verra, peut favoriser l'instabilité. Alors, lorsqu'on examine une épaule, Didier nous en parlera peut-être tout à l'heure, eh bien, il faut rechercher ces fameux signes de laxité. Laxité, tout d'abord, constitutionnelle de l'épaule. Il y a deux manœuvres qui sont la présence d'un signe du sillon et la présence d'un tiroir antérieur de l'épaule. Le signe du sillon consiste à effectuer un mouvement de traction vers le bas de l'avant-bras, le bras étant collé au corps, et peut apparaître ici ce qu'on appelle un signe du sillon, évidemment, qui traduit l'existence d'une laxité qui peut être physiologique, mais qui peut être pathologique, évidemment, si ce signe du sillon est trop important.
Il faudra également effectuer des manœuvres de translation antéro-postérieure de l'épaule à la recherche d'un tiroir antéro-postérieur qui peut être plus ou moins important en fonction du degré de laxité constitutionnelle. Et puis, il y a la laxité type pathologique de l'épaule avec le test de Gagé qui consiste à rechercher une hyperabduction de l'épaule en passif. L'examinateur va bloquer l'épaule du sujet et va soulever son bras. Et en règle générale, cette élévation ou cette abduction de l'épaule est limitée aux alentours de 100, 190, 100 degrés. Elle devient pathologique si elle passe à plus de 150 degrés ou s'il existe un différentiel entre l'épaule pathologique et l'épaule contralatérale de plus de 20 à 30 degrés. Et lorsque c'est le cas, eh bien, ça traduit l'existence d'une désinsertion ou d'une rupture du ligament gléno-huméral inférieur. Donc, vous voyez qu'il faut différencier ce qui est laxité constitutionnelle, physiologique, de laxité pathologique de l'épaule, comme ici, qui correspond en fait à une désinsertion du ligament gléno-huméral inférieur. Et puis, il y a l'hyperlaxité de l'épaule. Vous voyez qu'il y a plusieurs termes un peu qui sont proches. L'hyperlaxité de l'épaule qui va s'étudier par la recherche d'une rotation externe excessive de l'épaule. Normalement, lorsque vous faites effectuer à un sujet une rotation externe de l'avant-bras, bras collé au corps, eh bien, normalement, lorsque les gens ont comme ça une rotation externe de plus de 110 ou 120 degrés, eh bien, c'est que ce sont des sujets hyperlaxes. Et évidemment, cette hyperlaxité, sans être une instabilité, peut favoriser la survenue d'une instabilité d'épaule. Et puis, cette hyperlaxité peut s'inscrire dans un contexte d'hyperlaxité globale, générale, et il faudra rechercher des signes d'instabilité générale sur toutes les articulations, signes d'hyperlaxité que je ne vais pas forcément vous décrire, mais vous voyez par exemple ici un récurvatum du cou ici une hyperflexion du poignet avec le pouce qui va être susceptible d'aller toucher l'avant-bras. Donc, vous voyez, il faut bien examiner, bien rechercher des signes de laxité physiologique, constitutionnelle, pathologique, des signes d'hyperlaxité. Et évidemment, tous ces signes, cette hyperlaxité pathologique pouvant être à l'origine d'une instabilité. Alors, à part l'instabilité volontaire, qui est donc des mouvements de luxation que l'on va voir souvent chez l'adolescente, entre 10 et 14 ans, préadolescente et adolescente, souvent dans un contexte d'hyperlaxité, souvent postérieur. C'est une jeune fille qui va se subluxer elle-même l'épaule de façon volontaire. Elle vient, elle vous montre comment elle se subluxe l'épaule. Et souvent, c'est indolore. Et vous voyez qu'elle se luxe complètement l'épaule et pourtant elle garde le sourire. Alors, maintenant, on va rentrer dans le chapitre des instabilités. Instabilité à proprement parler, donc l'instabilité antérieure et l'instabilité postérieure. Alors, l'instabilité antérieure, on a vu que c'était la plus fréquente, qu'elle touche le labrum antérieur et inférieur en zone 3 et 4 de Snyder, en règle générale entre 3 heures et 6 heures. Mais on verra que ça peut s'étendre un petit peu au-delà. Alors, il y a des manœuvres qu'il faut pratiquer. Moi, j'insiste à chaque fois sur les tests. Je pense que c'est important de savoir examiner son patient. Lorsque vous recherchez des anomalies, ça peut vous sortir parfois d'une situation un peu compliquée lorsque vous avez des doutes. Donc, les manœuvres d'instabilité, eh bien, il faut savoir les rechercher. Et il y a diverses manœuvres, en particulier la plus classique qui est le test d'armée du bras, c'est-à-dire que vous faites un mouvement d'armée, abduction, rotation externe, en position debout ou en position couchée. Et plus vous allez porter le bras en rotation externe, eh bien, plus le patient va sentir une sensation de malaise qu'on appelle une appréhension. Et vous allez tout de suite le lire sur son visage parce qu'il va grimacer et il va ressentir une douleur et une appréhension. Il va arrêter le mouvement. Vous pouvez compléter ce test par un test qu'on appelle relocation test, c'est-à-dire qu'en fait, vous portez le bras en abduction-rotation externe et puis au moment où il sent ce malaise, cette sensation, on exerce une poussée antéro-postérieure sur l'épaule. Finalement, vous rechaussez la tête humérale dans sa glène et tout d'un coup, là, la sensation de malaise disparaît.
Et puis, test d'appréhension inférieure, décrit par Itoy, c'est là une appréhension à la poussée du bras en bas, poussée inférieure du bras, puisque vous avez vu que souvent, c'est le ligament gléno-huméral inférieur qui est le plus atteint dans cette pathologie. Alors, l'imagerie, eh bien, qu'est-ce qu'elle doit faire? Il faut confirmer l'instabilité, préciser son caractère antérieur en mettant en évidence des lésions, comment j'appelle des lésions de passage, dresser le bilan lésionnel pour indiquer au chirurgien quels sont l'état des lieux, quel est l'état des lieux, quelles sont en particulier les lésions osseuses, est-ce qu'il en existe, et quel est l'état des lésions des parties molles, et en particulier des lésions labro-capsulo-ligamentaires, parce qu'il y a une sorte de complexe labro-capsulo-ligamentaire qui va être lésé lorsqu'il existe une instabilité antérieure. Important, il faut également examiner la coiffe des rotateurs, et en particulier chez les sujets après 40 ans, parce que souvent ça s'associe à une lésion de la coiffe des rotateurs. Et puis, il faut rechercher évidemment des lésions d'arthropathie qui peuvent survenir secondairement. Alors, lorsque l'épaule se luxe en avant, vous avez ici le descriptif de ce qui se passe. Vous voyez, l'épaule se luxe en avant. Le bord postérieur de la tête va impacter le bord inférieur de la glène. Et puis, il y avoir un certain nombre de structures qu'on reverra qui sont lésées. Ces structures, eh bien, c'est le complexe labro-capsulo-ligamentaire antéro-inférieur. Et puis, il y a évidemment des lésions osseuses qu'on reverra. Alors, ces lésions labro-capsulo-ligamentaires antéro-inférieures, elles vont toucher le labrum entre 3 heures et 6 heures, elles vont toucher le ligament gléno-huméral inférieur et elles vont toucher la capsule. Et la lésion caractéristique que l'on décrit, c'est la lésion de Bankart. Donc, c'est la lésion du complexe labro-capsulo-ligamentaire antéro-inférieur qui consiste en une désinsertion du labrum qui se désinsère avec le ligament gléno-huméral inférieur. Il y a une rupture donc, du ligament gléno-huméral inférieur et donc de la capsule. Et dans la lésion telle qu'elle a été décrite par Bankart, une lésion périostée. Évidemment, la lésion périostée étant beaucoup plus difficile à voir que les autres lésions. Donc, voilà à quoi elle correspond, cette lésion de Bankart. Donc, au final, c'est une désinsertion du labrum, de la capsule et du ligament gléno-huméral inférieur. Alors, voici quelques exemples. Ici, sur un arthroscanner, cette désinsertion du labrum. Vous voyez que le labrum est complètement détaché, qu'il n'est retenu par rien ici en dedans. Même chose ici. On verra qu'il y a un petit éculement de la glène, mais on verra ça plus tard après. Il y a une désinsertion complète ici, vraisemblablement du ligament gléno-huméral inférieur avec le labrum, mais également peut-être ici une lésion d'hypériostée, puisque vous voyez que tout est désinséré et que le labrum n'est plus retenu par rien. Ici, en vue coronale sur une arthro-IRM, cette désinsertion labro-capsulo-ligamentaire. Ici, un arthroscanner, ici une arthro-IRM, toujours cette désinsertion. Vous avez ici le ligament gléno-huméral inférieur, le labrum, et vous voyez que tout le complexe là, en tout cas, le labrum est désinséré. Peut-être que le ligament n'est pas forcément complètement désinséré, peut-être simplement distendu, mais vous voyez que quand même, il s'insère très très loin. Il est vraisemblable qu'il soit désinséré ici. Ici, des images donc, de Didier Fontès avec cette désinsertion. Ici, nous avons la tête humérale, ici la glène, et là, la désinsertion labrale qui va progressivement réinsérer sous contrôle arthroscopique. Alors, il y a des lésions équivalentes qui ont été décrites, mais finalement, il y a assez peu d'intérêt à toutes les connaître. La lésion caractéristique, c'est la lésion de Bankart. La lésion de perte, c'est une lésion de Bankart dans laquelle le périoste serait intact. Vous voyez que, comme je vous l'ai dit, c'est très difficile de faire le distinguo entre les deux. La lésion ALPSA, ou Anterior Ligamentous Periostal Sleeve Avulsion, qui correspond à une lésion de Bankart dans laquelle le complexe labro-capsulo-ligamentaire serait luxé en dedans et serait susceptible même de venir cicatriser en dedans. Et vous voyez que l'ensemble labro-capsulo-ligamentaire ici est situé vraiment en dedans du bord inférieur de la glène, donc avec une cicatrisation
en position inféromédiale. Voilà ici un autre exemple d'ALPSA. Et toutes ces lésions sont vraiment identiques en réalité. Donc, peu d'intérêt à les distinguer. Alors, les lésions osseuses, évidemment, elles traduisent une atteinte plus importante et elles conditionnent évidemment la thérapeutique. Évidemment, on ne va pas faire le même geste, le chirurgien ne va pas faire le même geste thérapeutique en fonction du fait qu'il ait ou non une simple atteinte des parties molles ou une lésion osseuse importante. Alors, elles vont toucher évidemment le rebord glénoïdal, mais elles vont toucher aussi la tête humérale avec la fameuse encoche de Malgaigne ou de Hill-Sachs. On verra qu'il y a d'autres lésions possibles qu'on peut voir assez régulièrement. Elles sont liées à ce déplacement, cette luxation inféro-interne de la tête humérale. Et elles correspondent donc soit à une fracture, en premier lieu donc sur la glène, soit à une fracture, soit à un éculement du rebord glénoïdal antéro-inférieur. Et l'image de la balle de golf sur son tee est une bonne image, puisque vous voyez que autant la balle tient bien sur un tee, même s'il est tout petit, autant lorsqu'il y a une fracture, une cassure du tee, eh bien, la balle assimilée à la tête humérale, eh bien, elle ne va plus tenir comme elle tenait sur un tee normal. Alors, ces lésions osseuses de la glène, on va les voir sur les clichés simples, en particulier sur l'incidence dite de vue apicale oblique ou incidence de Gart, qui est un cliché de face de l'épaule, mais avec une inclinaison descendante du rayon supérieur à 45 degrés. On va évidemment bien les voir, ces lésions, sur les profils glénoïdiens et glénoïdiens dépassés tels qu'ils ont été décrits par Bernajoux. Et bien sûr, on va les voir sur le scanner en coupe axiale ici ou en reconstruction sagittale. Vous voyez cet éculement du rebord glénoïdal ou sur les reconstructions. Ici, sur un arthroscanner, où vous avez cette lésion de Bancart avec cette fracture du rebord glénoïdal. La tête humérale, la lésion évidemment de Malgaigne ou l'encoche de Malgaigne ou de Hill-Sachs, contient une encoche postéro-supérieure de la tête humérale. Alors, de la même façon, vous la voyez très bien sur le cliché en incidence de Gart. Vous la voyez très bien sur le cliché en rotation interne maximale. Et vous allez la voir très bien sur le cliché de scanner. Ici, sur une vue anatomique empruntée à Didier, vous voyez cette fracture de la tête humérale. Alors, le diagnostic de ces fractures de la tête humérale et de la glène est évidemment très important. Leur importance est également importante à préciser puisque elles font partie intégrante de ce qu'on appelle le score d'Isis. Le score d'Isis, c'est un score qui repose sur un certain nombre d'éléments, qui est un score qui repose sur l'âge du patient, son niveau sportif, le type de sport et le degré de laxité de l'épaule. Chaque élément étant coté entre 0 et 2. Et évidemment, ce score d'Isis va être déterminant pour décider si on envisage une chirurgie à ciel ouvert ou une chirurgie par voie arthroscopique, puisque vous voyez qu'au-dessous de 5, un score d'Isis bas, eh bien, on va pouvoir intervenir, le chirurgien va éventuellement préconiser une arthroscopie. À l'inverse, un score d'Isis élevé, c'est-à-dire des patients qui ont un niveau de sport élevé, avec des sports hautement dangereux, hautement à risque, comme des sports en armée contrée, par exemple, avec des épaules fortement hyperlaxes, eh bien, il va plutôt préconiser une intervention à ciel ouvert, voire une butée osseuse. Et vous voyez que dans la détermination de ce score ISIS, eh bien, il y a la lésion de la tête humérale et la lésion glénoïdale, elle-même cotée entre 0 à 2 points. Et en particulier, si la lésion de la tête humérale est visible non seulement sur le cliché en rotation interne, mais également sur le cliché en rotation externe, c'est un élément important,
eh bien, vous passez sur un score ISIS à 2 points et ça vous fait augmenter votre score ISIS global. De la même façon, si la lésion de la glène est visible sur la simple radio de face, eh bien, on est en ISIS 2. Vous voyez que ça vous fait monter, là encore, votre score ISIS. Donc, il est important de préciser sur quel cliché vous allez voir les lésions glénoïdales et les lésions céphaliques. Vous voyez, par exemple, ici, ce patient, il a une très grosse encoche de Malgaigne et vous voyez que cette lésion, vous la voyez bien sûr sur la rotation interne ici, là aussi sur cette rotation interne un peu moins marquée, mais vous la voyez également sur cette rotation externe, donc ça vous passez votre score ISIS à plus 2 et donc ça augmente le score ISIS global. Alors, il faut distinguer l'encoche de Malgaigne de l'encoche physiologique de la FIS. Vous avez, à la jonction entre la tête et la FIS, vous avez une encoche physiologique. Donc, examinez l'encoche là où il faut l'examiner, c'est-à-dire à la partie vraiment supérieure de la tête humérale. Alors, parmi les autres lésions que vous pouvez voir dans les instabilités d'épaule, eh bien, vous pouvez avoir des fractures du tubercule majeur, vous pouvez avoir des fractures du processus coracoïde, comme c'est le cas ici. Vous voyez, ce patient, il avait une fracture de la glène, une fracture du processus coracoïde. Donc, précisez évidemment sur votre compte rendu l'ensemble des lésions associées. Élément important également, qui va pouvoir d'abord arthroscopique, il va falloir préciser l'étendue de la lésion labrale, non seulement au labrum supérieur, mais également au labrum postérieur, parce qu'il n'est pas question d'aller traiter une lésion labrale antéro-inférieure s'il existe en plus une lésion labrale postérieure. Donc, il faut préciser au chirurgien si la lésion s'étend en arrière, en haut, et quelle est l'étendue de la lésion. Donc, vous voyez, par exemple, ce patient, il a ici une lésion labrale antérieure, antéro-inférieure, mais vous voyez que la lésion labrale s'étend également en arrière. Vous avez ici l'encoche de Malgaigne, ici la lésion labrale antérieure, la lésion labrale postérieure, ici vous retrouvez l'encoche de Malgaigne. Ici, ce patient a, alors je vais mettre ici le défilement d'image. Vous voyez qu'on va aller un peu vite. Voilà. Vous voyez qu'il a ici cette lésion du labrum antéro-inférieur. Il a ici cette extension au labrum postérieur. Si j'avance, vous allez voir qu'il a également cette fracture de la glène. Mais si je remonte, vous allez voir également, j'espère que je ne donne pas le tournis, qu'il a en plus ici cette fissure du labrum supérieur avec ce petit kyste glénoïdal. Ici, voilà, en fait, ce patient avait, je crois, en plus, voilà, il avait en plus un syndrome de Buford. Vous voyez que si on regarde, si je vous mets ici, un peu vite, voilà. En fait, ici, ce n'est pas le labrum supérieur qui naît, mais c'est véritablement le ligament gléno-huméral inférieur. Et vous voyez que ici, ce ligament gléno-huméral inférieur va s'étendre et va s'étendre en nappe sous la face profonde du subscapularis. Donc, vous voyez qu'il avait à la fois une lésion de Bankart, une extension labrum postérieur, mais attention, il avait également un syndrome de Buford. Donc, c'est important d'essayer de préciser tout ça au chirurgien. Ici, vous avez une lésion du labrum avec un labrum un peu irrégulier, cicatriciel. Vous avez la désinsertion ici du complexe labro-capsulo-ligamentaire antéro-inférieur. Ici, l'encoche. Ici, cette lésion du labrum supérieur avec ce kyste. Donc là encore, une lésion associée. Donc, c'était une SLAP 5, c'est-à-dire Bankart plus labrum supérieur. Alors, parmi les autres lésions, vous pouvez voir, c'est la désinsertion non pas sur le versant glénoïdal, mais sur le versant huméral. C'est ce qu'on appelle la gueule lésion, c'est-à-dire l'avulsion du ligament gléno-huméral inférieur au niveau de l'insertion humérale. C'est une lésion rare que l'on va voir chez le sujet jeune en général et que l'on voit plus souvent chez l'homme que chez la femme. Et qui est souvent méconnu. C'est un peu le risque de cette lésion. Alors, je vous rappelle, le ligament gléno-huméral inférieur, c'est 2 bandes, la poche axillaire, voilà les 2 bandes ici, et la gueule lésion correspond en fait à une désinsertion des haubans ou des bandes, et en particulier de la bande antéro-inférieure du ligament gléno-huméral inférieur. Cette lésion passe inaperçue sur les clichés standards, sauf dans les très rares cas
où il existe une petite avulsion osseuse, comme c'est le cas ici. Le plus souvent, en fait, les radios sont normales et c'est l'imagerie, donc l'arthro-IRM ou l'arthroscanner qui va permettre de porter le diagnostic devant cet aspect caractéristique de désinsertion du ligament gléno-huméral inférieur. Voilà l'aspect normal du ligament qui donne un signe ce qu'on appelle le signe du U ici. Et lorsqu'il existe une désinsertion humérale, eh bien, vous avez ce qu'on appelle le J-sign, c'est-à-dire que vous n'avez plus ce U caractéristique, mais plutôt un signe du J, c'est-à-dire qui correspond en fait à ce détachement huméral du ligament. Alors, je vous montre ici quelques exemples de ligaments. Ici, cette patiente qui avait cette encoche de Malgren, évidemment, puisqu'on peut avoir toutes les autres lésions, puisque, évidemment, c'est une lésion d'instabilité antérieure. Hein, c'est exactement la même chose, sauf qu'au lieu d'avoir la désinsertion sur le versant glénoïdien, eh bien, vous avez la désinsertion sur le versant huméral. Donc, vous pouvez avoir de la même façon l'encoche de Malgren. Vous pouvez avoir aussi les lésions de la glène. Vous avez ici donc ici l'encoche de Malgaigne. Vous avez ici cette désinsertion du ligament gléno-huméral inférieur. Voilà ici le J-sign d'ailleurs qui a été décrit au passage par Carlson et qui correspond à cette désinsertion. Alors vous pouvez la voir sur l'arthrographie, vous pouvez la voir sur l'arthroscanner avec cette flaque de premier contraste sur le versant médial de la corticale humérale. Voilà quelques exemples encore, vous voyez, de désinsertion de la bande antérieure du ligament gléno-huméral inférieur. Ici, vous voyez plein d'exemples ici que c'est mis. Toujours cette désinsertion avec cette flaque de contraste contre la corticale médiale de l'humérus. Alors, il faut savoir qu'il y a des lésions donc bipolaires, c'est-à-dire qu'il y a une désinsertion à la fois humérale et une désinsertion glénoïdale, ça existe, ça s'appelle le floating angle, c'est-à-dire qu'en fait le ligament flotte dans la poche axillaire puisqu'il est désinséré des deux côtés. Donc, association d'une lésion de Bankart et d'une lésion de Hagel. Alors, rapidement maintenant, les instabilités postérieures pour finir, ce sont des lésions qui touchent non pas la zone 3 et 4 de Snyder, j'ai fait une erreur, excusez-moi, mais la zone 4 et 5 de Snyder, qui sont très rares, vous voyez que moins de 5% des cas. Il faut savoir qu'il n'y a pas de ligaments gléno-huméraux comme en avant. En arrière, les seuls éléments de renforcement, c'est la capsule et tout en bas, la bande postérieure du ligament gléno-huméral inférieur. Là, l'épaule va donc se luxer en arrière. Évidemment, lorsqu'on suspecte une instabilité postérieure, il faut faire un test de recherche d'instabilité postérieure. Donc, c'est l'appréhension postérieure, patient allongé, bras en élévation à 90 degrés, et on fait une poussée sur le coude. Et lorsque l'épaule a tendance à partir en arrière, eh bien, va apparaître ce fameux grimacement du patient qui traduit la douleur et l'inquiétude du patient, c'est-à-dire l'appréhension. On va retrouver dans cette instabilité postérieure des lésions à la fois capsulolabrales, mais vous voyez, plus des lésions ligaments plus de lésions ligamentaires, puisqu'il n'y a plus de ligaments, et des lésions osseuses qui sont liées au mécanisme propre de cette luxation d'épaule. Alors, les lésions capsulolabrales, eh bien, c'est une désinsertion de la capsule postérieure, ce qu'on appelle la lésion de Bankart postérieure ou reverse Bankart lesion. C'est la désinsertion du labrum et de la capsule que l'on va pouvoir observer soit sur l'arthroscanner, soit sur l'IRM. Et c'est également… attendez, j'étais pas là. Voilà, pardon. Donc ici, on a une lésion du labrum postérieur qui est émoussée. Comme on peut le constater ici, vous voyez, plus on descend, plus le labrum est émoussé. Et on a une distension ici de la capsule. Et ici, cette petite poche ici capsulaire postéro-inférieure. Voilà ici quelques exemples de fissures du labrum postérieur, ici en arthroscanner, ici en IRM, avec ce petit kyste labral. Ici, d'autres exemples, vous voyez, d'instabilité postérieure avec cette fissure labrale. Et puis, il y a les lésions osseuses, évidemment, qui sont importantes à préciser, très importantes à préciser.
au premier rang de ces lésions osseuses, évidemment, l'encoche, mais cette fois, pas postérieure, mais antérieure, sur le versant antérieur de la tête humérale, juste en haut du tubercule mineur, c'est ce qu'on appelle l'encoche de McLaughlin. Cette encoche, évidemment, elle est liée au mécanisme de luxation postérieure de la tête. Elle peut être même très profonde. Et plus elle est profonde, plus, évidemment, elle pose problème puisque c'est un élément qui va favoriser la récidive de luxation. On va pouvoir la voir sur les clichés simples, cette encoche. Elle donne cet aspect caractéristique de double contour sur cette épaule qui est d'ailleurs toujours luxée. Puisque vous voyez qu'il y a un chevauchement entre la tête et la glène. Ici, un autre exemple sur cette épaule qui est encore subluxée, avec cette image. Vous voyez, il y a un double contour de la tête ici. On a le contour externe et le contour interne, et tout ça correspond à l'encoche de McLaughlin. Cette encoche de McLaughlin, il faut préciser donc son importance. Vous l'avez ici, vous voyez qu'elle est située en dedans du trochin, donc il faut savoir la rechercher ici, comme chez ce patient qui était suspect d'une instabilité antérieure de l'épaule, et en lui faisant son arthroscanner, eh bien, on va retrouver cet aspect de double contour que vous observez ici de la tête humérale, ce double contour qui correspond à cette encoche antérieure et à cette petite fissure du labrum postérieur. Alors, il y a d'autres lésions qu'il faudra rechercher, évidemment. Parfois, ces instabilités postérieures s'accompagnent d'une fracture du tubercule mineur, comme c'est le cas ici chez ce patient qui avait d'ailleurs une fracture assez étendue. Il faudra rechercher un excès de rétroversion de la glène. La glène, vous le savez, est rétroversée dans 75% des cas, et cet angle de rétroversion est aux alentours de 2 à 8 degrés au maximum. Et plus la glène est rétroversée, plus la tête a une propension éventuelle à se subluxer en arrière, et rechercher également une anomalie de rétrotorsion de la tête humérale dont la valeur normale est située habituellement entre 20 et 30 degrés. Alors, cette rétroversion de la glène au maximum, elle peut s'inscrire dans le cadre d'une dysplasie globale de la glène, une dysplasie dite rétroversante de la glène qui s'accompagne d'une rétroversion de la glène, mais également d'autres anomalies, avec une hypoplasie du col de la scapula. On a l'impression d'avoir une gaine fuyante avec une inclinaison anormale de la glène, comme c'est le cas ici. Ça s'accompagne d'ailleurs souvent d'une hypertrophie labrale avec un labrum qui va se fissurer et une subluxation éventuelle de la tête humérale, une subluxation postérieure de la tête humérale, comme c'est le cas chez ce patient qui avait cette glène très rétroversée, cette hypertrophie du labrum, cette fissure du labrum et cette subluxation postérieure de la tête. Alors, à part les homarthroses subluxantes postérieures qui n'ont pas de rapport, qui n'ont pas de lien, c'est une arthrose primitive qui accompagne une subluxation postérieure, qui se traduit par une subluxation postérieure de la tête humérale et une usure asymétrique postérieure de la tête. Ce sont, vous savez, ces fameuses glènes B2 très caractéristiques. Ce sont des pathologies vraiment à part. Enfin, pour terminer, la lésion de Bennett en une diapositive, c'est une lésion qui a été décrite donc par Bennett, qu'on va voir apparaître en zone 4 et 5, qui correspond en vérité à des phénomènes de traction que l'on va observer sur le ligament gléno-huméral inférieur, sur la bande postérieure du ligament gléno-huméral inférieur, que l'on va observer chez les gens qui pratiquent un sport de lancer, et qui sont liés tous les mécanismes qui se passent lors de la phase de décélération du lancer. Ça va entraîner des phénomènes de traction sur la capsule postérieure et sur le labrum postérieur. Parfois, ça peut s'accompagner d'une lésion de la face profonde de la coiffe et éventuellement d'une petite instabilité de l'épaule. Ça se traduit souvent sur les clichés simples par une sorte d'ossification capsulaire postérieure que l'on retrouve, une sorte d'ossification curviligne capsulaire postérieure que l'on va retrouver ici, aussi sur les profils glénoïdaux. Donc voilà, pour résumer et pour terminer, vous avez vu qu'en fonction du site de la lésion labrale,
eh bien, on avait des pathologies différentes. En zone 1, c'est-à-dire entre 11 heures et 3 heures, eh bien, ce sont les lésions de SLAP qui prédominent, mais il faut évidemment penser à éliminer un récessus sublabral normal. En zone 2, eh bien, c'est la zone des dysplasies labroligamentaires que sont le foramen sublabral et la pathologie de Buford, mais c'est là aussi qu'ont été décrites les lésions d'Andrews qui sont maintenant intégrées dans les SLAP lésions. Donc, vous voyez, une lésion de SLAP peut s'étendre finalement assez loin jusqu'à la zone 2. En zone, voilà, pardon, excusez-moi, voilà. En zone 3 et 4, c'est la zone de l'instabilité antérieure, mais attention, toujours bien examiner le ligament gléno-huméral inférieur, puisque c'est aussi la zone de la glade lésion. En zone 5 et 6, pardon, 4 et 5, excusez-moi, c'est la zone de l'instabilité postérieure de l'épaule. Et enfin, en zone 6, c'est la zone du conflit glénoïdal postéro-supérieur. Vous voyez que chaque zone correspond à une pathologie différente. Et donc, il faut bien examiner ces zones. Voilà, je vous remercie de cette attention et je vous souhaite pour bientôt un bon déconfinement. Voilà. Merci beaucoup. C'était super. Je pense qu'il y a beaucoup de questions. N'hésitez pas à les poser dans le chat si vous avez des questions. Moi, j'ai une question qui m'est venue. Peut-être tu en as parlé, mais je ne suis pas sûr. Est-ce que tu utilises, toi, le Glenoid Track Est-ce que tu sais pour mesurer l'encoche de Malgaigne? Oui, alors comment alors, tu peux mesurer l'encoche. Parce que tu disais que sur les clichés en rotation externe, c'est important de voir l'encoche de Malgaigne. Ça fait partie du score EASY. C'est en scanner. On peut le mesurer en scanner avec le Glenoid Track ou d'autres choses. On peut mesurer effectivement. Alors moi, je ne m'en sers pas du tout, hein, en vérité, sur des mesures. Alors on peut la mesurer aussi bien pour l'encoche antérieure que sur l'encoche postérieure. On peut même faire des rapports de circonférence et de diamètre pour mesurer. J'avais effectivement un certain nombre je les ai enlevés parce que c'était un peu long, c'était un peu compliqué, mais effectivement, on peut mesurer la profondeur des encoches sur le scanner. Mais je ne l'utilise pas en pratique. Ouais, tu l'utilises pas en pratique courante? Non, pas du tout. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Regarde peut-être dans le chat, il y a des petites questions, tu vas voir. Regardez peut-être dans le chat. Ouais. Alors, oui, c'est intéressant. Ça peut-on trouver des désinsertions à la jection entre le cartilage et le labrum s'il y a des sujets normaux? Oui, il y a parfois des petits récessus normaux. Alors, c'est ce que j'ai essayé de décrire au tout début, c'est-à-dire qu'effectivement, d'abord, il y a une zone, toute la zone entre 11 heures et 3 heures, il y a des récessus. Ça, c'est sûr et certain. C'est une zone où le labrum est moins inséré que partout ailleurs. Donc là, il y a des récessus. Après, on peut voir des petits récessus en postérieur. Il y a parfois des tout petits récessus. Mais en général, on n'a pas vraiment de mal à faire la distinguo entre un petit récessus normal qui est fin avec un labrum régulier, d'une vraie fissure où c'est souvent plus large, le labrum est un peu irrégulier, parfois il y a un petit kyste glénoïdal, etc. Et puis il y a souvent des symptomatologies, une symptomatologie particulière. Alors, attends, je vais répondre à une question qui est très intéressante là. Comment fait-on la différence entre chambre de luxation et distension capsulaire? Alors, moi, je vais vous dire, vous avez remarqué, je ne vous ai pas parlé… C'est la poche de Broca, c'est ça? Ouais, je ne vous ai pas parlé de la poche de Broca. D'abord parce qu'elle est exceptionnelle. Deuxièmement, parce que très honnêtement, je ne sais pas très bien à quoi elle correspond. En vérité, ce qui se passe, c'est si je remets une diapo ici, je crois que ce schéma que j'ai emprunté d'ailleurs à la littérature, je ne sais pas, je l'ai trouvé d'ailleurs ce schéma, mais je me suis senti obligé de le mettre parce qu'il était vraiment bien. Voilà, c'est ce schéma-là. On voit ce qui se passe. En vérité, ce qui se passe, je ne sais pas si Didier Fontes est encore là d'ailleurs. Non, il est plus là. Oui, il est plus là, oui. En fait, ce qui se passe, le labrum se désinsère, la capsule se rompt, le ligament gléno-huméral inférieur se rompt et le périos se rompt. Alors,
Oui, tout ça, ça se rompt. Qu'est-ce qui se passe, le chirurgien? Qu'est-ce qu'il va trouver? Lui, il ne sait pas s'il y a une poche de Broca-Hartmann. Lui, il rentre dans l'articulation, il voit un labrum qui est désinséré, qui ne tient plus avec son ligament glénohuméral inférieur. Lui, le chirurgien, il est là. Hein. Donc, qu'est-ce qu'il voit? Il voit ça, en fait. Il voit le labrum qui est désinséré. Donc, il prend le labrum et il le réinsère. Poche de Broca-Hartmann, je ne sais pas très bien ce que c'est, quoi. En vérité, le produit de contraste, il va passer par là, il va passer par là. Alors, la poche de Broca-Hartmann, elle a été décrite, en fait, dans des instabilités, dans des mécanismes très particuliers, où il y a une chute sur l'épaule. Et, je ne sais pas, imaginez par exemple un patient qui chute sur l'épaule directement, face postérieure de l'épaule, et l'épaule se luxe. Il y a un traumatisme direct qui va d'arrière en avant. Et donc là, c'est dans ces cas-là décrite cette poche de Broca-Hartmann, c'est-à-dire en fait une désinsertion complète de tout en avant. Alors peut-être qu'on peut dire que la poche de Broca-Hartmann, c'est quand le périoste est désinséré, que le produit de contraste va complètement en avant et va directement au contact du rebord antéro-inférieur de la glène. Mais très honnêtement, moi je n'en parle pas dans mes comptes rendus. J'en parle plus, j'en parlais, mais j'en parle pas. Moi ce que je dis, c'est lésion de Bankart, pas lésion de Bankart. C'est-à-dire des insertions du complexe labro-capsulo-ligamentaire antéro-inférieur. Tout le reste, après, je ne crois pas que ça soit très, très important. Alors, astuce pour bien reconnaître le complexe de Buford. J'en ai pas de particulière. Il faut examiner le labrum antéro-supérieur et toujours avoir en tête que la zone 2 est une zone de plantage. C'est-à-dire qu'il faut faire vraiment très attention. Et avant de parler d'une lésion labrale, il faut vraiment savoir s'il y a ou pas une lésion, une variante de la normale. Donc, regardez le ligament glénohuméral inférieur, essayez de suivre le… C'est pour ça que je vous ai mis d'ailleurs des films. Glénohuméral moyen, tu veux dire, non? Pardon, excusez-moi. Le ligament glénohuméral moyen, excusez-moi. Donc, oui, absolument. Il faut examiner le ligament glénohuméral moyen, voir sa morphologie, voir s'il se poursuit avec ce qu'on connaît du ligament glénohuméral moyen, c'est-à-dire cette nappe qui double la face profonde du tendon subscapularis, ce que je vais essayer de vous montrer tout à l'heure. Bien examiner les coupes sagittales, parce que les coupes sagittales tangentes à la glène sont très intéressantes, notamment dans le Buford, parce que vous voyez l'absence de labrum. Alors, voyons d'autres questions. Non, il y a des questions aussi qui reviennent. On en avait déjà parlé la dernière fois sur la position que tu fais prendre aux patients au scanner. Est-ce que tu fais plusieurs rotations ou pas? Non, je fais une seule rotation, toujours pour la même raison que la dernière fois. D'abord parce que je trouve que d'abord c'est irradiant, c'est des sujets jeunes. Alors là, la dernière fois, la coiffe, souvent c'était des sujets plus âgés. Là, a fortiori, ce sont des sujets jeunes. Je trouve que la rentabilité d'une double acquisition est souvent finalement assez faible. Ce qui m'arrive ce qui m'arrive parfois, c'est de faire de la BR, pas très souvent dans cette pathologie, sauf pour le gonflit glénoïdal postéro-supérieur. Il y a une question super importante. Quelle est la plage derrière moi? J'en ai pas la moindre idée. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, et la position, quand tu fais une seule acquisition, la position c'est position neutre, rotation externe, rotation. Voilà, alors c'est position neutre, légère rotation externe. Position neutre, légère rotation externe. D'accord, on te demande aussi le GLAD et quels sont les symptômes et quel est le traitement. C'est comme une chondropathie. Alors, le GLAD, ça peut être douloureux. C'est une épaule douloureuse. Parce que il y a une lésion du cartilage, il y a une lésion du labrum. Par contre, pas d'instabilité, a priori, pas d'instabilité. Donc, voilà, tac, tac, tac. Je regarde les questions. Quand réaliser un ABR? L'ABR, c'est pour le conflit postérieur, c'est ce que tu as dit? Alors, l'ABR est pour le conflit postérieur principalement. Je vous ai montré également un ABR tout à l'heure sur une lésion du labrum supérieur. On avait un doute. Si on a un doute voilà, sur une lésion labro-bicipitale, sur une désinsertion, parfois l'ABR peut être utile. Je ne sais pas très souvent. Il y a une question là, je ne la comprends pas très bien, mais peut-être que tu la comprendras. Peut-on faire la différence entre une encoche humérale de conflit glénohuméral postérieur et une encoche de Malgaigne? Alors, attendez. Ah oui, il a raison. Oui, oui, souvent dans les. Je pense. Alors, je ne sais pas qui a posé cette question, mais je pense. Alors, je n'ai pas trouvé la question. Je ne la vois pas la question. Mais voilà, encoche osseuse du conflit glénoïdal
postéro-supérieur. Ah oui, oui. Alors l'encoche, oui. En fait, c'est plus généralement. Est-ce qu'on peut faire la différence entre une encoche de Malgaigne et une encoche postérieure? Vous savez qu'il y a des encoches par exemple, dans les tendinopathies infraépineuses, parfois on peut avoir des petites géodes, des petites encoches. C'est parfois difficile. C'est parfois difficile de faire la différence entre les deux. Souvent, c'est des petites géodes, souvent avec une petite fissure de la face profonde de la coiffe des rotateurs, fille profonde dans un contexte un peu clinique différent. Est-ce que le fait que la lésion antéro-inférieure aussi de la glaine? Il y a la lésion antéro-inférieure, il faut chercher la lésion antéro-inférieure. Mais parfois, c'est vrai qu'on peut avoir un petit doute. En scanner, ouais, tu peux être embêté. Et l'encoche peut être un élément intéressant. Et c'est vrai que de temps en temps, il m'est arrivé d'avoir quelques doutes sur des encoches un petit peu marquées, des petites érosions, des petites géodes un petit peu marquées sur une face profonde de coiffe et me demander si c'était… Alors là, il faut céder tout le contexte. Voilà. Très difficile, un sujet difficile. Regarde quels sont les symptômes, ça j'ai répondu. Chambre de luxation, j'ai répondu. Doit-on inverser le sens de lecture lorsque l'on utilise la nomenclature parlée de 9h et 12h au lieu et place de 12h et 13h pour le cadran antéro-supérieur? Ah non, moi je parle de 12h à 3h pour le cadran antéro-supérieur. Non, je n'inverse pas. Astuce, je pensais qu'on tolérait un émoussement physiologique du labrum supérieur. Le labrum, il est un peu émoussé, enfin, il est un peu mousse. Physiologiquement, il est un peu arrondi. Donc, oui, il n'est pas triangulaire comme le labrum postérieur. Voilà. Mais tout ça doit s'inscrire dans un contexte. Il est évident que si vous avez un labrum un tout petit peu arrondi, un petit peu émoussé, et qu'il n'y a pas de contexte, on ne va rien en faire. Donc, tout ça doit s'inscrire dans un contexte, une suspicion d'instabilité. Position de l'épaule, j'ai répondu. Donc, rotation neutre, très légère rotation externe pour bien allonger les éléments, les tendons, etc. Calcification, avulsion au point d'avulsion. Ouais, c'est plus difficile pour cette réponse. Différence entre calcification et avulsion au point d'insertion du ligament, je ne peux pas répondre à cette question. J'avais oublié, en fait, je viens de me rappeler, il y a un cours à midi et demi. Oui, il faut s'arrêter. Je suis désolé. Désolé, bien sûr. Non, je suis désolé. Non, mais c'est moi, c'est moi. Au revoir à tous et merci de votre attention. Ouais, salut. À toutes, merci beaucoup. À plus. Au revoir, merci.